La théorie postmoderne stipule que l'on vit dans un système oppressif à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs systèmes oppressifs plus spécifiques et elle se divise donc en plusieurs théories qui ciblent des systèmes oppressifs plus particuliers. En ce qui concerne la théorie queer, le système oppressif qui est ciblé s'appellerait la cis-hétéronormativité. Alors, contrairement au féminisme intersectionnel qui partait d'une bonne idée de base, avec la théorie queer, eh bien, l'idée de base elle-même est mauvaise. L'idée de Judith Butler, qui est une figure influente de la théorie queer, c'est celle-ci. Les catégories de sexe, de genre, donc masculin, féminin et possiblement autre, et de sexualité sont en elles-mêmes oppressives et même violentes. Et selon Butler, il faut continuellement examiner et déconstruire les catégories parce qu'elles oppriment ceux qui n'y correspondent pas parfaitement. Alors, ça donne un langage, paraît-il, volontairement confus. C'est une auteure qui écrit de manière très confuse, Judith Butler. Et bon, cette volonté de déconstruire les catégories explique peut-être justement, en partie au moins, le caractère vague du concept de genre dont j'ai parlé précédemment dans la capsule où je parlais de la manière dont les woke trichent avec le langage, aussi la confusion que les woke ont jetée sur le sens du mot femme. Et peut-être que ça explique aussi, au moins en partie, pourquoi le sigle LGBTQ+, ne cesse de s'allonger avec des nouvelles lettres, parce que les catégories demeurent toujours oppressives, alors on en ajoute d'autres. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi des nouveaux pronoms continuent de s'ajouter, parce que ça ne s'arrête pas à yel. C'est-à-dire le pronom yel, I-E-L, a été ajouté à la version en ligne du dictionnaire Le Robert il y a un peu plus d'un an. Mais vous savez que ça ne s'arrête pas là. Hein? On n'a pas simplement voulu un pronom qui ne soit ni masculin ni féminin. Il y a toutes sortes de néopronoms. Et étant donné que derrière ça, il y a cette mentalité à l'effet que les catégories sont toujours oppressives et que chacun devrait pouvoir choisir la façon dont il s'identifie sans être obligé de se limiter aux catégories dont la société a décidé, mais c'est peut-être raisonnable de s'attendre à ce que ça n'ait jamais de fin, ces revendications-là pour des nouveaux mots. Alors, continuons avec la théorie queer. Je vous rappelle que, selon le postmodernisme, tout est une construction sociale. Alors, du coup, les catégories de sexe, de genre et de sexualité sont des constructions sociales. Plus précisément, l'homme et la femme seraient des constructions sociales. La masculinité et la féminité seraient des constructions sociales, et strictement des constructions sociales. L'hétérosexualité et l'homosexualité seraient des constructions sociales. Et d'ailleurs, l'hétérosexualité en tant que norme statistique serait aussi une construction sociale oppressive. Elle ne serait pas un simple constat qu'on peut faire sans porter aucun jugement moral sur l'homosexualité. Ce serait en soi une construction sociale oppressive. Et donc, du point de vue de la théorie queer, la société nous opprime en nous obligeant à entrer dans des catégories qu'elle nous impose, et le queer serait celui qui refuse de se faire imposer de telles catégories. Eh bien, écoutez, ça revient à ignorer la fonction élémentaire du langage ainsi que son fonctionnement. Le langage, ça sert à communiquer.
On met les choses, y compris les humains, dans des catégories pour pouvoir en parler. Pour arrêter de classer les humains dans des catégories, il faudrait arrêter de parler des humains. Et c'est tout simplement impossible. Et ça me fait plaisir de souligner que c'est impossible aussi pour les militants LGBTQ+, et pour les woke. La preuve, queer, c'est une étiquette qu'on se donne. Et chaque lettre qui vient s'ajouter au sigle LGBTQ+, en est une aussi. Les woke prétendent s'opposer à un système auquel ils n'ont pas le choix de participer parce qu'il répond à un besoin humain. Le langage répond à un besoin humain, c'est notre mode de communication principal. Et sans oublier qu'ils imposent l'étiquette cisgenre à des gens qui ne l'ont pas choisi. Même s'ils prétendent qu'il revient à chacun de choisir les mots pour s'identifier. Alors, oui, ils sont incohérents. Probablement que ça ne les dérange pas, parce que souvenez-vous que la science et la raison, la rationalité, c'est présenté comme des méthodes de classe dominante dans le postmodernisme. Alors, ce n'est pas un problème de ne pas se conformer aux critères des hommes blancs occidentaux cis-het. Et bon, parlant de rejet de la science, dans la théorie queer, on retrouve un rejet assez catégorique du déterminisme biologique, en dépit que si on regarde la réalité, l'homme et la femme ne sont pas des constructions sociales. Les données empiriques suggèrent fortement, bon, évidemment, il y a des différences anatomiques qui ne sont pas socialement construites, mais les données empiriques suggèrent fortement qu'il y a aussi des différences psychologiques générales entre les sexes. Ceci dit, encore une fois, une théorie inspirée par le postmodernisme n'a certainement aucun problème à ignorer les données empiriques, puisque la science est vue comme un discours partial qui maintient le pouvoir des classes dominantes. Bon, écoutez, les woke, ça les gêne peut-être pas d'aller à l'encontre des données empiriques, mais les autres, on a raison de trouver ça gênant. Alors, je reviendrai ultérieurement sur pourquoi on a raison de faire confiance à la science. Mais pour l'instant, il y a une autre chose que j'aimerais ajouter. Sûrement que la féminité et la masculinité sont en partie des constructions sociales. Par exemple, que la robe soit un vêtement féminin, c'est beaucoup plus social que biologique. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est social qu'il suffit de s'y identifier pour en être. C'est-à-dire que oui, on peut s'identifier au genre masculin, on peut aussi faire le choix de se conformer aux normes sociales de féminité, mais ça ne veut pas dire qu'il suffit de s'identifier comme féminin pour être féminin. Écoutez, pour faire un parallèle, pour montrer que quelque chose peut très bien relever de la construction sociale et que ça ne fait pas pour autant qu'on a juste à s'y identifier pour en être, le statut de policier, c'est une construction sociale. Personne n'est biologiquement policier. Et pourtant, est-ce qu'il suffit de s'identifier comme un policier pour en être un? Évidemment pas. Et ce n'est pas non plus parce que quelque chose est social que ça n'existe pas objectivement. Prenez le sens d'un feu rouge ou la valeur d'un billet de 50$. Ça existe, même si c'est une construction sociale. C'est pas parce que moi je déciderais de nier ce que signifie le feu rouge que la signification cesserait d'exister. La même chose pour un billet de banque. Pour le dire en une phrase, les faits sociaux sont des faits. Ils ont une existence objective et on peut les étudier empiriquement. C'est d'ailleurs en principe à ça que devraient servir les sciences sociales.
plutôt qu'à faire la promotion du postmodernisme. Et la théorie queer, aussi bien que le féminisme intersectionnel et que les autres théories postmodernes en général, elle nuit à ceux qu'elle est censée aider, les homosexuels, les personnes trans. Et comment est-ce que ça leur nuit? Alors, premièrement, comme le dirait la YouTubeuse Blair White, ça fait passer les personnes trans pour des négateurs de science. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes trans qui prétendent que le sexe est une construction sociale, que les hommes et les femmes n'existent pas objectivement. Et d'ailleurs, puisque je parle de Blair White, les personnes trans comme elle qui n'achètent pas la théorie queer sont accusées de transphobie internalisée. Et Blair White a beaucoup été doxée et intimidée. Et les homosexuels et les bisexuels qui n'achètent pas le concept d'hétéronormativité, c'est-à-dire l'idée que de poser l'hétérosexualité comme la norme serait en soi oppressif, eh bien, ils sont accusés aussi d'homophobie internalisée. Et comme le signale Pluckrose et Lindsay, ça nuit à ceux que c'est censé aider parce que la théorie queer risque de susciter de l'hostilité chez des gens qui n'ont aucun problème avec les homosexuels ni avec les trans, mais qui décrochent quand on leur dit que le sexe n'existe pas objectivement, que tout est une construction sociale, et qui n'apprécient probablement pas non plus de se faire dire que leur sexe n'existe pas ou qu'il ne compte pas. Et finalement, moi j'ajoute que ne pas pouvoir nommer le sexe ni en parler clairement, eh bien ça empêche pour ainsi dire les personnes homosexuelles, bisexuelles et trans de nommer clairement ce dont elles ont besoin. Alors j'ai déjà parlé des arguments de la LGB Alliance pour des homosexuels et bisexuels. Leur orientation sexuelle, elle existe objectivement et c'est vraiment le fait d'être attiré par des personnes de même sexe que soi. Et si on met un tabou sur le sexe ou qu'on veut en faire quelque chose dont il ne faut pas parler parce que ce serait oppressif, eh bien loin d'aider les homosexuels et bisexuels, ça les empêche de parler significativement de ce qui les caractérise. Mais c'est vrai pour les personnes trans aussi, parce que justement, une personne trans, pour savoir qu'elle est trans, encore faut-il savoir à quel sexe elle appartient. Et oui, le fait d'avoir ce qu'on appelle en anglais gender dysphoria, ça implique certains besoins spécifiques et les personnes trans continuent d'avoir des besoins notamment relatifs à leur santé qui sont reliés à leur sexe biologique, peu importe l'identité de genre qu'ils peuvent revendiquer. Alors pour vraiment répondre adéquatement aux besoins des personnes trans, on a besoin de pouvoir en parler du sexe. Puis je vais revenir en conclusion de cette capsule-ci sur le cas de la conférence de Robert Wintemute qui devait avoir lieu le 10 janvier dernier. Il devait parler des raisons pour lesquelles la LGB Alliance voulait séparer les LGB du T dans LGBT et aussi parler des conflits de droits entre les personnes transidentifiées et les femmes. Alors, pour quelqu'un qui se situe en dehors de la pensée postmoderne, ce n'est pas difficile de concevoir la possibilité d'un conflit de droits entre deux groupes, que ce soit entre les personnes trans et les personnes LGB ou entre les personnes trans et les femmes. Et on a généralement conscience que les droits fondamentaux peuvent entrer en conflit, qu'ils doivent être équilibrés. Ça n'implique absolument pas que les uns soient forcément les ennemis des autres. Dire qu'il y a un conflit de droits entre les LGB et les T, ce n'est pas dire que les T sont les ennemis des LGB. On parle simplement de conflits de droits entre plusieurs groupes d'humains,
qui méritent une considération égale et il faut réfléchir et discuter pour trouver des solutions qui permettent d'équilibrer tous les droits. Mais quand on a les œillères du postmodernisme, on ne peut pas voir le cas de Wintermute, la LGB Alliance, de cette manière-là. Quand on a intégré que toutes les formes d'oppression viennent d'un ennemi commun, l'idée de séparer le T des LGB ne peut être conçue que comme une division entre des opprimés qui devraient plutôt s'allier contre leur ennemi commun, qui est la cis-hétéronormativité. C'est vraiment comme ça, entre autres, que Céleste Trianon, qui est la personne qui avait organisé la manifestation pour empêcher Robert Wintermute de prendre la parole, présentait les choses. On a pu, entre autres, l'entendre dans un reportage de la Gazette. Et encore une fois, quand on a intégré que toutes les formes d'oppression viennent d'un ennemi commun, l'idée de distinguer les droits des femmes de ceux des personnes trans, ben ça ne peut être conçu que comme une division entre des opprimés qui devraient s'allier contre leur ennemi commun, ici le patriarcat. Quand on a intégré que tout est gangrené par des rapports de pouvoir, on ne peut pas concevoir non plus qu'il existe un conflit de droits entre deux groupes qui méritent une considération égale. Il y a forcément un des deux groupes qui est opprimé par l'autre et donc il faudrait défendre bec et ongle le groupe le plus opprimé et, si besoin, attaquer le groupe dominant. Alors, entre les femmes et les personnes transidentifiées, dans le cadre du postmodernisme, on établit que les personnes trans sont forcément plus opprimées que les femmes cis. Alors les femmes qui se sentent menacées ne peuvent être que des privilégiés qui cherchent à maintenir leurs privilèges et qui participent au système cis-hétéronormatif. Et avec tout ça, je reviens aussi sur le point suivant. Il y a une différence, une rupture entre le progressisme du passé et le wokisme. La lutte pour les droits des homosexuels, qui a permis d'obtenir des gains concrets pour les homosexuels, ça ne venait pas avec la négation de l'existence objective du sexe, ni avec la volonté de rendre le langage confus, ni avec la prétention que simplement constater que l'hétérosexualité et la norme statistique relevaient de l'homophobie. Il y a eu des changements dans les luttes pour la justice sociale et c'est vrai aussi pour la lutte contre le racisme, mais je garde ce sujet-là pour les 2 prochaines vidéos.